Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour parler de féminisme. Petite vidéo qui a pour but de tenter d'expliquer, ou plutôt d'expliquer, pourquoi et comment un féminisme qui était un féminisme de revendication de droits, un féminisme pour l'égalité, s'est lentement transformé en un féminisme haineux et un féminisme contre les hommes. Pour cela, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit, petit texte qui s'appelle Dégénérescence du féminisme où l'humanité évolue par déséquilibre rectifié. Le féminisme occidental ne vient pas d'une prise de conscience soudaine des femmes sur leur situation d'asservissement, mais d'une transformation du milieu due à des progrès technologiques qui a obligé, par réaction et d'une façon organique, la société dans son ensemble à repenser radicalement et réciproquement les rôles des femmes et des hommes. Comme je l'ai souvent expliqué, les progrès technologiques issus du cerveau fertile des ingénieurs occidentaux associés à l'utilisation massive d'énergies renouvelables et fossiles, permirent le remplacement du travail physique humain, augmentant du même coup les rendements de productions agricoles et industrielles, tout en modifiant totalement le rôle des femmes au sein de la cellule familiale. Les machines issues des progrès technologiques, en libérant les femmes mariées des tâches ménagères, souvent exténuantes, les confrontèrent, en contrepartie, à de longues périodes d'oisiveté et d'ennui, poussant parfois les femmes dans la dépression résultante du sentiment d'inutilité et d'absence d'intégration sociale. En Occident, les mères, libérées d'une partie des tâches ménagères, leurs enfants pris en charge par des systèmes de garde collectifs que sont les crèches et les garderies, et plus tard envoyées dans les écoles, qui sont des centres d'enseignement ayant pour seconde fonction de garder les enfants plus âgés, les mères se retrouvèrent alors avec la possibilité de travailler pour participer à l'apport financier et à l'enrichissement de la famille. Les progrès technologiques poussèrent donc, en quelques décennies, les femmes d'une fonction laborieuse de mère au foyer à une fonction de travailleuse, venant concurrencer l'homme sur son domaine traditionnel, qui est la quête calorique dans le vaste monde et qui prend le plus souvent en Occident la forme du salariat. C'est ainsi qu'en dehors des professions qui demandent une certaine force physique ou des particularités psychologiques d'origine génétique propres aux hommes, les femmes devinrent sans le vouloir une concurrence professionnelle féroce pour les hommes, concurrence d'autant plus redoutable que les employeurs, pour des raisons d'optimisation financière et de lutte contre la concurrence commerciale, ne se gênèrent pas pour sous-payer ces nouvelles venues, créant de véritables injustices salariales sexistes. Les femmes ayant en grande partie quitté le foyer pour venir travailler aux côtés des hommes et participer à la vie économique, la suite logique fut qu'ayant les mêmes fonctions de productrices que les hommes, elles puissent, dans les pays démocratiques, participer aussi à la vie politique. Commença alors le grand combat des femmes pour le droit de vote féminin qui fut tout de suite compris par les maîtres comme le plus merveilleux moyen de continuer à régner en démocratie. Cette lutte légitime des femmes pour l'égalité fut donc instrumentalisée dès sa naissance par les maîtres qui accompagnèrent les femmes dans toutes leurs revendications sociales pour l'égalité des droits. Le féminisme est donc l'enfant de la démocratie et étatisé par celle-ci. Ainsi, plus un pays est démocratique, plus un pays est féministe, car les femmes, pour des raisons biologiques, étant plus nombreuses que les hommes, représentent toujours plus de 50% des votants. C'est donc le parti politique qui se montrera le plus sensible aux revendications des femmes, ou feindra de l'être, qui se verra crédité d'une grande partie de leur voix et qui remportera donc les élections. En conséquence, dans un premier temps, le féminisme occidental, né de l'industrialisation et de la démocratie, fut un féminisme de revendication de droits dont le principal combat était l'égalité des femmes devant la loi, afin de transformer des lois archaïques
et obsolète, faite pour un monde patriarcal où le partage des tâches entre sexes était bien plus marqué, en des lois faites pour des hommes et des femmes qui, en dehors de la reproduction, accomplissaient les mêmes fonctions ou presque. Ce premier féminisme, pour l'égalité des droits, fut ce qu'on peut appeler l'âge d'or du féminisme, qui permit de rééquilibrer tout un système législatif qui n'était plus adapté à ce nouveau milieu social où hommes et femmes apprenaient dans les mêmes écoles et se côtoyaient dans les mêmes milieux professionnels. Les maîtres, qui comprirent la puissance du vote féminin, créèrent et financèrent donc une multitude de médias afin de promouvoir la voix des femmes et de mettre en avant les hommes politiques qui leur avaient fait allégeance. Hommes politiques qui se montraient comme chevaliers du féminisme, combattant pour le droit des femmes afin de se faire aimer par celles-ci et que celles-ci votent pour eux. Non pas en priorité pour répondre aux revendications féministes égalitaires, mais plus sournoisement pour réaliser une politique économique et fiscale favorisant les intérêts des maîtres qui leur avaient permis d'être élus par l'accès aux médias. Si ce premier féminisme de revendication de droits pour l'égalité des femmes fut instrumentalisé à des fins électorales, il n'en demeure pas moins qu'il fut un outil merveilleux de rééquilibrage qui permit aux femmes d'éviter une exploitation honteuse dans le milieu salarial et d'obtenir des arrangements et des aides sociales dans un monde où parfois cumuler le fait d'être mère et avoir une profession devenait terriblement éprouvant. Le monde du vivant évolue par déséquilibre rectifié, passant ainsi cycliquement du trop au pas assez et du pas assez au trop, sans jamais réellement atteindre le point d'équilibre. Le féminisme, faisant partie du vivant, est régi par cette même règle. Ainsi, les féministes ayant, dans les sociétés démocratiques occidentales, vu toutes leurs revendications aboutir, la lutte pour les droits des femmes devenait inutile et obsolète. Ce qui était dramatique pour les politiques, qui, voulant s'accaparer la sympathie des femmes et leur vote majoritaire, en avaient fait un de leurs principaux combats pour se faire élire. Il fallut donc trouver un moyen de raviver ce féminisme devenu obsolète et lui redonner une seconde vie afin de fédérer les femmes, non pas pour obtenir des droits ou l'égalité, ce qui était déjà acquis, mais de fédérer contre quelque chose. C'est ainsi que pour ces bons politiques putassiers, la cible fut rapidement trouvée. Et sans droit revendiqué et sans inégalité à combattre, la société occidentale étant devenue, au niveau législatif pour les hommes et les femmes totalement égalitaires, les politiques, dans leur machiavélisme immoral, inventèrent aux femmes une nouvelle lutte et les hommes devinrent la cible et l'ennemi à abattre. Les médias occidentaux et leurs journalistes ignobles aux ordres des maîtres pratiquèrent une surenchère malsaine pour stigmatiser les hommes et dénoncer leur virilité toxique. On vit alors éclore, comme des fleurs au printemps, une multitude d'articles et de reportages orduriers sur les hommes, et tout ce qui pouvait être bon pour salir afin de les combattre fut recherché et même inventé. L'homme devint un violeur à dénoncer, un manipulateur pervers narcissique en puissance, utilisant son pouvoir et sa célébrité pour subjuguer et obliger des jeunes filles pures et des femmes innocentes à se livrer aux pires dépravations sexuelles. L'homme devint un mari violent et meurtrier, générant des féminicides par centaines. Un immonde goujat au regard insistant et obscène déshabillant vicieusement les femmes du regard. Un malotru prenant toutes les places assises dans les transports en commun en écartant les cuisses pour empêcher volontairement les femmes de s'asseoir. Un porc immonde pissant sans scrupule sur la lunette des chiottes, obligeant les pauvres femmes à uriner cuisses fléchies en suspension. Un dragueur lourdingue venant complimenter sans autorisation de pauvres femmes ne cherchant que la tranquillité. Un harceleur obsessionnel les poussant à la dépression et au suicide. Même l'histoire et la préhistoire furent revisitées afin de dégrader l'image de l'homme et revaloriser celle de la femme. Les femmes furent décrites comme des chasseuses et des guerrières aussi efficaces que les hommes. Les peintures rupestres devinrent le fruit de petites mains féminines. Et même le physique plus gracile et moins puissant de la femme fut expliqué par les privations caloriques que les hommes faisaient subir aux femmes en mangeant les meilleurs morceaux et en ne leur laissant
le plus souvent que les restes. Ainsi naquit toute une mythologie, un monde caricatural qui n'avait comme seul but que d'unir par le principe millénaire du bouc émissaire les femmes contre l'ennemi masculin, afin que des politiques puissent se présenter comme chevaliers pour ce combat contre la virilité toxique et le patriarcat oppresseur, et par cela récupérer lors des élections le vote des femmes pour se faire élire et permettre aux maîtres de continuer à régner sur le troupeau. Ce féminisme haineux fut amplifié par l'apparition des réseaux sociaux, qui permit à tout un chacun de s'exprimer publiquement, donnant malheureusement aussi la possibilité aux gens désœuvrés et aux médiocres sans avenir d'oublier leur triste situation en se donnant l'illusion d'avoir une influence sur le monde par la détestation légale et généralisée des hommes, amplifiant cette folie haineuse contre l'homme et contre la virilité. Cette haine contre l'homme et la virilité, instrumentalisée à des fins électorales et transformant les femmes influençables et sensibles au système de mode en furie féministe, fut toutefois une aubaine pour une catégorie d'hommes qui autrefois repoussaient les femmes et n'éveillaient pour elles aucun intérêt charnel. En effet, par opportunisme, un grand nombre d'hommes à la virilité déficiente, au physique efféminé ou malingre et manquant de cette énergie vitale qui pousse le mâle plein de testostérone à aborder avec un peu de rudesse les femmes pour les conquérir, trouvèrent dans la détestation de leur propre genre et de la virilité un moyen de se rapprocher des femmes. Ainsi, ces hommes efféminés, avec des physiques ingrats trahissant des déficiences hormonales, trouvèrent dans la détestation des hommes et de la virilité un point commun avec les femmes et une opportunité fabuleuse d'entrer en matière conversationnelle, leur permettant enfin d'attirer l'attention des femmes et peut-être d'avoir accès à leur corps et à leur matrice magique. Changement radical pour cette catégorie masculine qui jadis était regardée par les femmes avec mépris ou dégoût, au mieux avec pitié. L'homme primitif, viril et conquérant, parfois brutal et un peu primaire, qui autrefois avait la faveur des femmes, fut remplacé par le nouvel homme consensuel, un homme haïssant les hommes et le patriarcat oppresseur, un homme rejetant tout signe de virilité, parlant précieusement, pleurant, défendant les femmes dans leur combat et toute leur haine, les écoutant sans les contredire et leur donnant toujours raison, un homme attentionné, participant aux tâches ménagères et à la décoration de la maison, un homme prenant des congés paternité, torchant les nouveau-nés, s'épanouissant en donnant le biberon à ses enfants, un homme poussant le respect de la femme en allant jusqu'à se faire ligaturer les cordons spermatiques pour soulager sa compagne féministe, castratrice et dominatrice de la charge de la contraception. Attitude en réalité idéologique pour montrer son appartenance au mouvement féministe et sa bonne intégration sociale, car se retirer à temps pour éjaculer à l'extérieur ou se vider dans un autre orifice aurait d'une façon moins dangereuse et invasive fait parfaitement l'affaire. Ce nouvel homme, haïssant les hommes, s'il est maintenant choisi prioritairement comme partenaire par les femmes ayant sombré dans le féminisme haineux, est en réalité leur souffrance secrète, car qu'on ne se leurre pas, dans chaque féministe haineuse dort une femme d'antan, et dans leur fantasme inavoué, elles regrettent tout le torse musclé et poilu, les épaules larges, la transpiration forte et les coups de rein puissants des mâles d'autrefois, et espèrent inconsciemment le retour de la virilité dominatrice et conquérante qui pendant des millénaires les protégeait et les rassurait. Ce féminisme haineux, s'il est une calamité pour l'humanité et la santé mentale de la majorité des individus, est une aubaine pour les maîtres, leur permettant de régner en démocratie. Car en mettant en place et en soutenant par les médias qu'ils possèdent des hommes politiques dénonçant une virilité toxique imaginaire, les maîtres font élire des individus qui défendront leurs intérêts grâce à la récupération des voix des femmes, mais aussi d'une grande partie des voix des hommes qui, pour plaire aux femmes et se joindre à ce qu'ils pensent être la majorité, afin de ne pas être ostracisés, voteront pour celui qui haïra le plus les hommes dans sa défense d'un féminisme fou. Voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous aura compris pourquoi nous avons basculé dans un féminisme de haine alors que nous avions un magnifique féminisme fait pour l'obtention des droits qui ont été
acquis au cours d'une dure lutte des femmes et des hommes pour rééquilibrer un monde qui avait changé. Voilà, petite vidéo pour les hommes et les femmes, petite vidéo pour s'aimer les uns les autres, petite vidéo qui, je l'espère, vous aura fait comprendre pourquoi notre monde va mal, pourquoi notre monde s'effondre et pourquoi les hommes et les femmes sont devenus fous. Voilà, je vous aime et paix sur terre, mais comme le monde avance par déséquilibre rectifié, après la chute, l'humanité se relève pour briller une nouvelle fois. Je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.